Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ma soutenance de thèse qui parle du sujet du smart scanning donc pour la microscopie Raman et plus particulièrement l'optimisation d'une acquisition en point par point. Alors, je vais commencer par une introduction sur la microscopie Raman ou microspectroscopie Raman. C'est une technique d'analyse optique qui est basée sur la diffusion inélastique de la lumière par opposition avec la diffusion élastique qui correspond finalement à la lumière que l'on observe. Il faut savoir que lorsqu'on envoie de la lumière sur un échantillon, une petite fraction de cette énergie euh, va être transmise aux différentes liaisons moléculaires de la matière et ainsi donc, euh, la lumière rétrodiffusée subit un décalage en énergie. Et ce décalage en énergie permet de caractériser les vibrations moléculaires de la matière. Ici, je présente donc, une image hyperspectrale qui est issue de microscopie Raman. Cette image ici, donc, en 2D, possède en chacun de ces pixels un spectre, ce qui donne une image donc, en 3 dimensions. Ici, j'ai représenté pour 2 pixels différents des spectres, donc les spectres Raman, qui caractérisent les différentes liaisons moléculaires, pardon. Ici, on peut identifier l'acide acétylsalicylique, et en cet autre point, on peut détecter de l'acide citrique. Donc, la microscopie Raman a des atouts majeurs, notamment elle permet d'avoir accès à la composition chimique et aux structures moléculaires de la matière. Elle est également très intéressante car non destructive et elle permet aussi une haute résolution couplée avec donc, la microscopie, donc de l'ordre du micromètre. Et autre point intéressant, elle ne nécessite pas de marquage en comparaison avec les microscopies de fluorescence. Cependant, toutes ces informations précieuses demandent des temps d'acquisition qui sont longs. Alors pour quelle raison? C'est parce que l'effet Raman est un événement rare, donc je rappelle que c'est une fraction de la lumière seulement qui donne une fraction de la lumière incidente qui donne lieu à un effet Raman, et donc c'est un événement rare. Il y a seulement quelques photons par 10 millions qui sont des photons Raman. Et ça force à devoir focaliser la lumière en un point et donc devoir acquérir l'échantillon point par point. Et donc à savoir qu'un point égale un spectre. Et donc toute cette image qu'on voit ici a été acquise point après point. Donc c'est pour cela que ça amène à des temps d'acquisition qui sont généralement longs. Alors je donne ici un exemple pour une image qui fait 100 par 100 pixels, donc 100 par 100 points, un total de 10 000 spectres. On doit s'arrêter par exemple 5 secondes par point. Et ça donne un total de 14 heures d'acquisition pour cette simple image ici. Euh, Ici, je présente également donc, 2 spectres et on voit la bande noire qui correspond finalement au passage dans les différentes bandes spectrales. Et ici, on a dans le domaine spatial l'apparition de ces différentes bandes. Et cela nous permet d'avoir en quelque sorte des cartes de concentration des différents éléments de l'échantillon. Donc, en fonction de l'intensité qu'on a ici, on va la retrouver donc, dans le domaine spatial ici. Très bien. Donc la question qui se pose, c'est comment on pourrait accélérer la microscopie Raman, car on a vu que ça prenait beaucoup de temps, 14 heures pour l'échantillon que j'ai présenté juste ici. Alors il y a plusieurs approches possibles. Il y a des approches qui utilisent la résonance, donc comme les méthodes cohérentes qui modifient l'instrument pour améliorer le signal Raman, car si on améliore le signal, on a besoin de moins de temps pour acquérir. Et il y a également des méthodes qui utilisent l'effet de surface, donc c'est également la résonance qui est utilisée ici, mais cette fois-ci on modifie plutôt l'échantillon. Il y a également des méthodes qui réduisent la température de l'échantillon afin de réduire le bruit et donc indirectement augmenter le signal également. Donc on modifie également l'échantillon dans ce cas-là. Il y a des méthodes qui visent à paralléliser l'acquisition, donc que ce soit une illumination en ligne ou carrément une acquisition en plein champ.
Dans ce cas-là, on va modifier également l'instrument. Mais comme je vous ai dit précédemment, le raman est un signal donc, faible. L'illumination en ligne et le raman en plein champ sont destinés seulement à quelques échantillons qui ont une réponse très forte à l'origine. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'acquisition comprimée. Euh, on utilise une forme de sélection de bandes spectrales. On vient sélectionner les bandes spectrales qui répondent le plus fortement afin de, par exemple, distinguer les différents éléments de l'échantillon. Et donc, par cela, on permet d'accélérer, via l'acquisition par une photodiode, d'accélérer l'acquisition. On peut également penser à du post-traitement, utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer une image qui aurait été acquise rapidement. Donc on acquiert l'image rapidement, elle est bruitée, et on espère par un traitement pouvoir la débruiter derrière et obtenir une image telle qu'elle aurait été acquise longuement. Et nous, dans tout ça, on propose une nouvelle approche innovante qui utilise une forme également de sélection de l'information et de traitement numérique et acquisition conjointe pour accélérer la microscopie Raman. Et donc, il ne nécessite pas de modification instrumentale ni de modification de l'échantillon. Et pour notre approche, on se base sur quelques hypothèses. On considère tout d'abord que que les échantillons acquis sont des mélanges de quelques composantes individuelles que l'on nomme spectres purs. Et dans ce cas-là, on considère que chaque spectre correspond à une combinaison linéaire de ces différentes composantes. Alors mathématiquement, ça donne ça. On a un spectre qui est égal à la somme des concentrations multipliées par les différents spectres purs de l'échantillon, avec comme contrainte la concentration supérieure ou égale à 0 et la somme des concentrations égale à 1. Et donc ça, on fait cette hypothèse par l'additivité spectrale et les interactions faibles entre les différentes composantes. Ici, je donne un exemple de spectre. Donc ici, c'est un mélange de trois gaussiennes pour être très simple. Et ce spectre-là pourrait correspondre finalement à un mélange de ce spectre pur, à 30% de ce spectre pur, à 30% de celui-ci et 40% de celui-ci. Donc la somme des trois spectres multipliée par les différentes concentrations. Très bien. Euh, donc l'équation qu'on vient de voir, avec nos différentes concentrations supérieures à 0 et la somme des concentrations à 1, cette équation peut être interprétée géométriquement. J'entends par là que chaque spectre D donc, contient un nombre de bandes L, par exemple, et chacune de ces bandes est une coordonnée finalement pour le spectre dans l'espace des spectres. Et donc, dans l'espace des spectres, le nuage de points formé par les différents spectres, donc les différents spectres de mélange, correspond à un simplex. Donc, dans le cas de trois composés purs, on a un triangle où les spectres purs correspondent au sommet. Donc, je reprends d'autres mélanges encore possibles à partir des trois spectres purs qu'on a vus. Donc, on peut tirer un grand nombre de spectres. Et tous ces spectres, dans l'espace finalement, dans l'espace des longueurs d'onde, donc des spectres, donneraient finalement ce triangle avec l'ensemble des pixels au milieu et les trois spectres purs au sommet. Et ça veut dire que tous les spectres qui sont à l'intérieur peuvent être reconstruits à partir donc de ces trois spectres. Alors ça, c'est un résultat très intéressant, une théorie très intéressante. Cependant, en pratique, les spectres purs n'existent pas toujours, dû au bruit notamment d'acquisition, euh, donc différents bruits qui peuvent intervenir. On n'aura quasiment jamais finalement un triangle aussi parfait dans l'espace des spectres. Cependant, si on capture l'information qui se situe sur l'enveloppe convexe, donc sur le contour du nuage, on peut reconstruire l'ensemble des pixels qui est à l'intérieur. Et cette notion donc, de pixels qui se situent sur l'enveloppe convexe s'appelle des pixels essentiels. Ici, je représente d'abord
une acquisition et je projette les différents spectres dans l'espace des spectres. Et donc ici, une fois l'acquisition terminée, on peut identifier les différents spectres de l'enveloppe convexe, donc les pixels que j'ai appelés pixels essentiels ici. Et ces pixels permettent de reconstruire du coup l'ensemble des pixels qui se situent à l'intérieur. Alors, cette notion a été introduite pour la première fois dans le domaine Raman en 2023, dans le cadre du projet ANR dans lequel je suis impliqué, donc avec l'équipe de Cyril Rugbush, notamment à Lille. Donc, les pixels essentiels, contrairement au spectropio, ils existent vraiment dans l'échantillon. Donc, ça veut dire qu'on peut les retrouver. Ici, je les représente, ils sont bien réellement dans l'échantillon, contrairement au spectropure qui peuvent ne pas forcément exister, comme je le disais. Ils correspondent par contre plutôt aux spectres les plus dissimilaires et non les spectres purs. Et donc à partir de cette information, on sait que l'enveloppe convexe dans l'espace des spectres correspond donc au pixel essentiel. Cependant, pour rechercher cette enveloppe convexe, il est quasiment impossible numériquement de calculer dans un espace à aussi grande dimension que le nombre de bandes spectrales. Et donc, dans les travaux sur lesquels on se base, les pixels essentiels ont d'abord été trouvés dans le domaine de la CP, par exemple. On réduit la dimension pour rechercher donc l'enveloppe convexe. Mais dans les derniers travaux sur lesquels on se base réellement, cette information a été trouvée dans l'espace de Fourier, donc dans l'espace des phasors. Et donc, dans l'espace des phasors, on considère que chaque spectre D qu'on a acquis peut être décomposé en ondes élémentaires, donc comme ceci, avec les phasors ici, les nombres réels et imaginaires qui correspondent donc aux coordonnées de la RIème harmonique du spectre. Et donc, c'est ce que j'ai représenté finalement ici. C'était une projection en 2D, donc ça correspond finalement ici à la projection dans la première harmonique de l'espace donc des phasors. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici, on va les compter, il y a 9 spectres qui représentent les 10 000 spectres. Ils permettent de reconstituer, ils font des candidats intéressants pour la reconstruction de ces différents spectres. Et donc, ça représente seulement 0,09% de l'information totale dont on dispose avec cette image. Cependant, dans les travaux que je cite ici, il n'y avait pas de voie qui avait été donnée pour l'acquisition de ces pixels essentiels. En fait, ici, on pouvait faire une compression, mais a posteriori. Donc, on avait acquis l'ensemble du spectre, et puis on trouvait donc ces spectres-là, et on savait qu'ils permettaient de reconstruire l'entièreté de l'image, mais c'était une reconstruction finalement a posteriori, donc c'était plutôt une forme de compression de l'information a posteriori. Et la problématique de la thèse qui s'est posée, c'est comment concevoir un protocole d'acquisition rapide qui exploite cette notion de pixel essentiel, puisqu'il semble très intéressant, étant donné qu'il représente une très faible portion de l'échantillon et qui permettent de reconstituer l'entièreté. Et donc, pour cela, on a pensé à un algorithme en 2 passes, donc l'algorithme 2pass. Cet algorithme ici, on commence par une acquisition rapide de l'échantillon, donc on capture l'entièreté de l'information, mais rapidement, donc avec du bruit. Par la suite, on effectue une réduction de dimension dans le domaine spectral, donc ça peut être n'importe quelle réduction de dimension. Ici, on reprend l'idée des phasors et on peut, par exemple, prendre la première harmonique et prendre donc les coefficients de la première harmonique pour obtenir une seule image de l'échantillon qui donnera un contraste suffisant entre les différents composés de cet échantillon. Et cette image, on vient la segmenter en superpixels, donc en blocs de pixels similaires, pour appliquer une forme de compression dans le domaine spatial. Et à partir de cette segmentation, on vient chercher un représentant par superpixel. Ici, on prend par exemple le centroïde de chaque superpixel. Et ça nous permet de constituer un ensemble de pixels. Ici, on les appelle îlots pour le sous-ensemble de pixels, le sous-échantillonnage finalement de pixels dans le domaine spatial. Et d'un autre côté, on reprend donc
notre image hyperspectrale du départ, et on vient faire la recherche des pixels essentiels de la même manière que je vous ai présenté juste avant. On vient chercher donc dans l'espace des phasors, l'enveloppe convexe. On vient chercher ces représentants, cette fois-ci, les représentants spectraux de l'échantillon. Donc ça nous donne un deuxième sous-ensemble de pixels, S Louis. Et à partir de ça, on vient démélanger les pixels des centroïdes par rapport aux différents pixels purs, donc les pixels essentiels. Donc ça, finalement, c'est l'équation que je vous ai mis tout au début, la somme des différentes concentrations. On va donc retourner pour obtenir les concentrations cette fois-ci, avec toujours le critère de concentration supérieure à 0 et de somme à 1. Dans un second temps, on vient rescanner seulement les quelques pixels essentiels que l'on aura trouvés sur l'enveloppe convexe. On vient les rescanner plus longuement donc pour les obtenir cette fois-ci à OSNR. Donc je reprends juste pour voir l'acquisition. Au début, on voit que c'était bruité et on vient les réacquérir une seconde fois. Cette fois-ci, ils ne sont plus bruités et ils nous permettent de reconstituer l'image donc à OSNR avec les concentrations que l'on a calculées, les spectres à OSNR, et donc on reconstruit l'entièreté de l'image par bloc ici de superpixels. On reconstruit donc l'ensemble des pixels, mais à l'échelle de l'objet, puisqu'on rappelle qu'on a la taille des superpixels ici. Voilà. Cependant, dans ce pipeline que je viens de vous présenter, il y a un certain facteur limitant qui correspond à la première acquisition de l'ensemble de l'échantillon. Donc c'est le facteur limitant de l'acquisition, puisqu'on vient tout de même capturer l'entièreté de l'image. Alors même si c'est rapidement, ça reste en ramant. Donc je rappelle que le ramant est de base donc, assez faible, une réponse de base assez faible, et donc ça induit des temps d'acquisition qui sont tout de même conséquents. Et c'est pour cela qu'on a pensé à utiliser une modalité tierce pour accélérer davantage l'acquisition. Et donc, c'est dans ce protocole à 3 passes que l'on propose cela. Euh, on commence finalement par une acquisition dans une modalité plus rapide que le Raman. Ça peut être également ici du point par point. Ici, j'image ça avec une imagerie microscopie à balayage, qui est donc d'une modalité plus rapide. Et à partir de cette image, finalement, on n'a donc, pour le cas du SEM, en tout cas, pas besoin de faire la réduction de dimension. Donc, on vient faire la segmentation de la même manière que l'on avait fait juste avant. On vient chercher les différents centroïdes de notre image. Et puis, cette fois-ci, on vient seulement capturer les centroïdes que l'on a détectés sur notre image en ramant. Donc, on aura non pas l'entièreté de l'image à acquérir en ramant, mais seulement les centroïdes. Donc, ça, c'est la deuxième source d'accélération qu'on apporte ici. Euh, et à partir de ce sous-ensemble donc, de pixels qu'on vient de capturer, on fait de la même manière la recherche de pixels essentiels. Donc on retrouve également des pixels essentiels. On permet d'effectuer encore une fois le démélange de la même manière entre les spectres. Et encore une fois, on vient acquérir à OSNR. Donc de la même manière, finalement, on retrouve le premier pipeline ici. Et on vient reconstruire l'entièreté donc, de l'image ici, donc avec exactement les mêmes équations que l'on a vues. Dans les deux pipelines que je viens de vous montrer, euh, il y a quelque chose, donc un événement qui se passe, c'est qu'on doit passer deux fois, une deuxième fois finalement sur les pixels qu'on a identifiés donc, comme essentiels. Donc on a écrit une première fois en ramant et on repasse une deuxième fois en ramant. Et on espère retomber au même endroit finalement, puisque imaginons qu'on ait identifié un pixel euh, comme essentiel et qu'en fait, avec un problème quelconque de platine ou déplacement d'échantillon, on se resitue à côté, eh bien finalement la reconstruction sera biaisée puisqu'on n'aura pas recapturé le bon spectre. Donc ça, c'est un problème qui peut être un problème de robustesse. On a essayé d'optimiser l'acquisition, mais une optimisation induit forcément quelques faiblesses dans le protocole. Et ici, c'est notamment le fait de passer deux fois sur l'échantillon. Et donc, pour pallier cela, on a pensé à un protocole qui est cette fois-ci à 1 passe.
Et le protocole à une passe, on pourrait penser que finalement c'est un protocole d'acquisition standard où on acquiert chaque point au même SNR. Mais ici, on va faire un protocole d'acquisition à SNR variable qui va être monitoré par l'espace des phasors. Donc l'espace des phasors qu'on reprend ici. Donc comment ça fonctionne? On commence par acquérir les 3 premiers spectres de l'échantillon au SNR, qui nous permet de définir une première enveloppe convexe dans l'espace des spectres. Donc, on a 3 premiers points qui nous donnent cette enveloppe, et par la suite, chacun des autres points qu'on vient acquérir, en fonction de sa pertinence spectrale, sera acquis plus ou moins longuement. Alors, qu'est-ce que j'entends par pertinence spectrale? Un spectre qui se situe à l'intérieur de l'enveloppe convexe qu'on a déjà calculée signifie qu'il est déjà une combinaison linéaire de l'information qu'on possède déjà. Et donc, qu'on pourra le démélanger par rapport à ces spectres que l'on possède déjà. Donc, dans ce cas-là, rien ne sert de venir le capturer plus longuement. Cependant, s'il se situe à l'extérieur de l'enveloppe, ça veut dire que c'est un spectre plus dissimilaire que ce qu'on a déjà, et donc qu'il possède une information supplémentaire que l'on ne possède pas. Et dans ce cas-là, on vient l'acquérir plus longuement. Et donc, l'idée de ce protocole, c'est d'acquérir un maximum de spectres qui se situerait finalement à l'intérieur de l'enveloppe convexe, puisqu'on va espérer capturer un maximum de spectres à bas SNR, donc rapidement. Et donc, cette acquisition continue pour l'ensemble des pixels. Donc, on acquiert les pixels un à un, les uns à la suite des autres. Et donc, en fonction de leur pertinence, on va les acquérir plus ou moins rapidement. Et à la fin de l'acquisition, on aura donc un certain nombre de pixels qui seront capturés au SNR, un autre nombre de pixels qui sera capturé à bas SNR, et on effectuera de la même manière donc, le démélange avec les spectres essentiels et les spectres à bas SNR, et on pourra reconstruire l'image en sortie, comme pour les 2 autres protocoles que je vous ai présentés jusqu'à présent. OK. Donc, on a évalué ces 3 protocoles sur plusieurs types d'échantillons, des échantillons synthétiques et des échantillons réels, qui sont de complexité diverses. Alors, par complexité diverse, j'entends des complexités spatiales et spectrales. On a établi une forme de matrice de complexité en fonction des échantillons qu'on pouvait rencontrer. On a imaginé, par exemple, des échantillons qui seraient faciles dans le domaine spatial et faciles dans le domaine spectral, comme par exemple des objets qui seraient bien distincts spatialement, c'est-à-dire qu'on a un contraste suffisant entre les différents objets. Je rappelle qu'on utilise de la segmentation, donc avoir un contraste entre les différents objets est important dans ce cas-là. Également dans le domaine spectral, c'est-à-dire que les différentes raies qu'on a ici seraient bien séparées dans le domaine spectral entre les différentes molécules. Donc ça, c'est également un critère d'intérêt, notamment pour le démélange des spectres. Et puis, on pourrait aller dans des cas très difficiles spatialement et spectralement, où les raies seraient similaires, donc c'est-à-dire que les raies se chevauchent entre elles, et même au niveau des objets, on y aurait du chevauchement, étant donné que je rappelle que donc, le raman finalement atteint une certaine profondeur, donc on peut avoir finalement des objets qui vont se superposer, et on pourrait acquérir en un seul point 2 spectres de molécules différentes finalement, et donc un mélange de spectres. Et pour cette présentation, j'ai choisi de vous présenter des échantillons de grand intérêt biomédical, que je vais vous présenter juste ici. Alors, ce sont des échantillons qui sont utilisés pour l'étude des pathologies osseuses, notamment l'ostéoporose postménopausique et l'ostéogenèse imparfaite. Voici le type d'échantillon qu'on utilise. Donc ici, c'est un échantillon qu'on a récupéré au niveau de la hanche. Et sur cet échantillon-là, on vient analyser finalement cette partie, l'os cortical, qui est constitué ici schématiquement donc d'ostéons. Alors les ostéons correspondent à la matrice qui est nouvellement formée dans l'os. Il faut savoir que durant notre vie, les os se détruisent, se mangent et se reconstruisent sans cesse. Et pour le cas de ces maladies, il s'agit d'un os qui se détruit plus qu'il ne se régénère.
et donc qui induit donc des fractures bien plus fréquentes. Et donc, l'os ici se régénère à partir du canal de Havers et forme donc ces ellipses concentriques, un peu à la manière des cernes d'un arbre ici. Et ça, c'est la matrice donc nouvellement formée. Et entre les différents donc, ostéons, on retrouve le tissu interstitiel. Et en fait, l'échantillon que je vous ai présenté tout au début était un échantillon donc d'os cortical, donc qui a une réponse rarement faible. Et cela induit donc des temps d'acquisition longs, donc 14 heures, comme je l'avais dit pour cet échantillon. Et donc ici, on peut voir notamment au niveau du point rouge le canal de Havers. Donc ici, il est rempli de résine. Pour l'acquisition, l'échantillon est inclus dans de la résine. Donc ici, on a un spectre finalement de résine. Et juste autour de ce canal de Havers, on peut observer l'ostéon ici, donc dans un contraste différent du fond également, qui correspond à la matrice, ici osseuse. Et durant la thèse, donc, avec Guillaume Abilot, on a constitué un jeu de données. Alors, c'était à peu près sur un mois. On a constitué un jeu de données de 12 images différentes, avec donc 3 modalités d'acquisition. Une image à BASNR en ramant, une image à OSNR en ramant et une image scène. Donc, à chaque fois, on a bien 12 échantillons différents qui correspondent ici. Ici, c'est le même échantillon. Et ces échantillons ont été acquis sur 6 patients différents, à raison de 2 zones par patient. Et parmi ces patients, il y avait 3 patients atteints d'une maladie et 3 patients sains. Et donc, ce type d'échantillons ont été acquis donc, sur des microscopes différents, donc un microscope Raman commercial et un microscope SEM également commercial. Mais il faut savoir qu'il est possible d'acquérir les 2 modalités en même temps dans un microscope, donc notamment Renichow fait un microscope SEM Raman combiné, et dont Guillaume a fait un article dessus pour montrer notamment la corrélation entre les deux modalités d'acquisition. Et ça appuie notre protocole à 3 passes, finalement, qui combine ces 2 modalités. C'est quelque chose donc de tout à fait envisageable. Concernant les métriques d'évaluation, ici, on va comparer les différentes images, donc les images e-output, celles qu'on avait en sortie de protocole, aux images de référence, notamment les images acquises entièrement à OSNR, donc les images qui ont pris par exemple 14 heures, comme j'ai présenté ici. Également, on les compare aux images acquises à BASNR. Donc, c'est des images notamment pour ce type d'échantillon qui ont pris une quinzaine de minutes. Pour les comparer, on utilise la racine de l'erreur quadratique moyenne, donc finalement un écart entre les spectres attendus et les spectres obtenus. On évalue également la bonne restitution des valeurs d'intérêt biomédical. Ici, on utilise un ratio de 2 bandes spectrales, donc le pic de phosphate et le pic de CH2, qui nous permet d'avoir un indice de minéralisation de l'échantillon, et que je représente ici, donc avec les 2 bandes spectrales ici. Notamment pour ce spectre-là, on obtient donc l'indice de minéralisation. On peut voir la matrice plus minéralisée que les ostéons ici qui sont nouvellement formés. Et à partir de cette image, notamment, Guillaume va plutôt étudier la distribution afin de vérifier si un échantillon va être donc plutôt sain ou pathologique. Un échantillon pathologique étant un échantillon qui va avoir une distribution qui va tendre vers une plus forte minéralisation. On analyse également qualitativement les spectres et images obtenus, et ainsi que les temps d'acquisition des différents protocoles. Alors, concernant les résultats, voici pour la racine de l'erreur quadratique moyenne. Alors, on peut voir que, donc ici, on compare surtout les RMSE moyennes pour dans tous les protocoles, mais on compare l'ensemble des pixels qui ont été acquis donc sur les 12 images, et on moyenne l'ensemble de tous les pixels, et ainsi que donc, l'écart type ici, l'intervalle de confiance notamment, pardon. Et on peut voir donc dans l'ordre finalement le protocole à 1 passe, suivi de très près par le protocole à 2 passes et de 3 passes, mais qui sont largement inférieurs en termes de RMSE, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus proches de la référence
que l'image à bas SNR, qui est beaucoup plus bruitée. Et donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Ici, on a la restitution des valeurs d'intérêt, donc l'indice de minéralisation. On peut voir ici notamment que pour le bas SNR, on n'arrive pas à faire la distinction pardon, entre les échantillons sains et les échantillons pathologiques, étant donné que on peut regarder la moyenne et les distributions, elles se chevauchent quasi complètement. Pour la référence, on voit qu'on arrive à faire la distinction. Les distributions sont bien séparées. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nos trois protocoles, on a également des distributions qui sont bien séparées. Notamment, on peut voir la moyenne ici en blanc, la moyenne et l'écart type qui sont bien distincts. Et donc, nos trois protocoles permettent de distinguer les échantillons sains et pathologiques. Ici, je présente donc les reconstructions spatiales et spectrales. Donc, commençons par le spatial. Ici, on peut voir nos trois images issues de nos protocoles, comparées donc ici à la référence. Donc, ça, c'est l'image que l'on souhaite obtenir. On voit qu'on est bien plus proche avec nos trois protocoles que le bas SNR de la référence. Le bas SNR étant totalement bruité ici. Et en fait, tout ça se retrouve également sur les spectres. Ici, on voit donc les spectres superposés à la référence ici qui est en grisé juste derrière. Ici, on voit qu'on superpose bien mieux les spectres de la référence avec nos trois protocoles. Et on peut observer également une meilleure résolution spatiale avec le protocole UNPASS, étant donné que celui-ci ne fait pas intervenir de segmentation en superpixels. Et on a une qualité également spectrale similaire entre nos différents protocoles. Concernant les temps d'acquisition de nos protocoles, alors ici, il y a tout le détail de la première modalité, s'il y en a une, de la passe à SNR, du temps de traitement et la passe à OSNR. Ce qui va nous intéresser, ça va être surtout ces deux colonnes, avec notamment celle-ci qui compare le temps d'acquisition total par rapport à la référence. Alors, on voit que pour un bas SNR, on est 39 fois plus rapide que la référence, certes, mais on se rappelle des spectres qui sont de bien moins bonne qualité que les spectres qu'on obtient avec nos protocoles. Et on voit que finalement, pour donc, une minute de plus ici, donc 63 secondes environ, donc 60 secondes, une minute de plus, on peut obtenir le résultat qu'on avait pour le protocole à deux passes. Donc une minute de plus nous a permis d'avoir un résultat qui s'approche d'autant plus de la référence, car on est venu finalement rescanner quelques spectres à OSNR, et ça nous a permis de reconstituer l'échantillon bien plus fidèlement. On peut voir par contre un résultat bien plus intéressant ici avec le 3 passes qui fait 106 fois plus rapide que la référence. Donc il est 2,5 fois plus rapide également que le bas SNR pour un résultat qui est très proche de la référence. Et en troisième lieu, on a également le protocole UNPASS, qui est certes plus lent que ces deux compères, mais qui reste tout de même 25 fois plus rapide que la référence pour un résultat très intéressant également, et qui vient cette fois-ci ajouter une robustesse à l'acquisition. C'est ce que je dis ici. Et donc on peut penser à un compromis entre une meilleure résolution spatiale et un temps d'acquisition intermédiaire en fonction du protocole qu'on veut sélectionner ici. Voilà pour la présentation des trois protocoles. Ici, je présente des travaux plutôt préliminaires sur la reconstruction des images issues de nos protocoles. Ici, c'est plutôt un travail sur le post-traitement. Donc, on essaie d'améliorer les images de minéralisation, donc celles que je vous ai présentées avant, qui possèdent notamment certains artefacts, encore du bruit résiduel. Donc, elle présente encore un bruit résiduel. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité des images via un post-traitement. Et le défi, donc, c'est de préserver les détails tout en réduisant le bruit. Donc, les détails, ça va être notamment de conserver les différents objets, les différents contours, donc les ostéons, notamment les objets d'intérêt. Il y a plein d'approches possibles pour améliorer les images. On peut penser à des méthodes basées modèles, donc qui se basent sur un modèle physique ou statistique.
pour reconstruire les images. Ça peut être une méthode de minimisation d'énergie, donc on essaie d'être fidèle aux données, à des données, par exemple à OSNR, à partir d'images bruitées, ou des modèles également probabilistes. Et on peut également penser à un autre type de modèles, enfin, de méthodes, les méthodes basées données, pardon, qui utilisent donc notamment l'apprentissage profond, donc les réseaux de neurones. On a testé en tout 8 algorithmes différents. Il y a des algorithmes qui vont plutôt utiliser la similarité entre les pixels dans l'image pour essayer de moyenner donc, le bruit et finalement le réduire. On a également utilisé une méthode avec une régularisation par variation totale afin de conserver les contours. On peut penser aussi à des méthodes de débruitage par ondelettes qui viennent seuiller les hauts coefficients, donc les hautes fréquences, pour enlever le bruit, puisque le bruit correspond généralement aux hautes fréquences. Et pour les méthodes basées données, on a utilisé le réseau très connu UNet, encodeur-décodeur, qui contient des connexions résiduelles afin de conserver les informations au cours, du traitement. Et le réseau un peu plus poussé, un réseau UNet, UNet combiné à un bloc résiduel qui donne le réseau DRUNet. Ce réseau prend en compte également le niveau de bruit au début du traitement afin de pouvoir le supprimer. Euh, et comme métrique d'évaluation ici, donc on compare les images qu'on débruite via les différents algorithmes aux images de référence, donc les images qu'on souhaiterait obtenir, les images à OSNR dont je parlais juste avant. On utilise pour cela, comme avant, l'erreur quadratique moyenne, et on ajoute également la similarité structurelle, donc SSIM ici. En plus de cela, on évalue également qualitativement donc, les images. Pour les résultats, donc voici la RMSE. Donc on observe dans un premier temps, donc ici, on a les images sans aucun traitement, donc les images de sortie de protocole avec le protocole BASNR et puis les différents protocoles que je vous ai présentés. Et on voit ici les résultats obtenus en RMSE pour les différents algorithmes, donc en sortie d'algorithme, en post-traitement. Et on voit un résultat assez frappant, c'est que aucune méthode ne semble réellement améliorer. Même le UNet, du coup, détériore plutôt les images. Alors, je rappelle que on dispose d'un jeu de données très faible. On a 12 images donc pour l'entraînement, donc c'est très faible pour entraîner un UNet. Donc, c'est tout à fait cohérent d'avoir de tels résultats sur le UNet, étant donné que le DRUNet possède déjà des poids entraînés, contrairement à lui. Mais donc, ce qui frappe le plus, c'est qu'on n'a déjà aucun résultat visible, aucune amélioration visible. Mais le second résultat très intéressant, c'est que si on prend nos protocoles sans aucun post-traitement apparent ici, euh, on fait toujours mieux que les images acquises à bas SNR avec un post-traitement, donc les différentes barres en bleu. Ici sont les images qui ont été acquises rapidement et qui ont subi un post-traitement, donc ce dont je parlais tout au début. On peut imaginer un protocole où on acquiert rapidement et on améliore l'image par la suite. Et bien ici, on voit qu'avec nos différents protocoles, on fait toujours mieux que cette approche-là. Et donc aucune amélioration significative. Et les images issues de nos protocoles surpassent donc l'approche acquisition bas SNR et post-traitement. Ici, on prend les valeurs de SSIM, donc finalement c'est inversé, hein, plus le SSIM est haut, plus on est content ici. Donc là, c'est surtout que la tendance observée en RMSE semble se confirmer. Ici, on a très peu de changements, on ne voit pas de réel impact donc sur les protocoles. Et donc le UNet, c'est donc inversé, donc lui, il a un SSIM plus faible que les autres. Concernant la qualité visuelle, donc ici il y a tout un tas d'images, les images donc d'entrée et les images reconstruites. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les images d'entrée de nos protocoles, avec également la référence.
comparé aux différentes images acquises à bas SNR qui ont été améliorées par du post-traitement. Et donc là, toutes ces images, on les voit, on voit qu'elles sont bien plus bruitées que nos images et que nos images sont certainement bien plus proches visuellement même de la référence que ces images. Ok. Alors pour conclure, je vous ai présenté ici trois protocoles d'acquisition innovants pour accélérer la microscopie Raman, qui utilisent donc une compression spectrale et spatiale de l'information en exploitant la redondance locale de l'échantillon. Nos méthodes ne nécessitent pas de modification instrumentale, donc c'est également tout l'intérêt de notre approche. On a une accélération significative, donc de 25 à 106 fois par rapport à un scan complet au SNR, donc la référence comme je l'ai appelé jusqu'ici. Et on a aussi montré que c'était possible d'accélérer jusqu'à 1000 fois sur des échantillons simulés dans une première publication. On a également validé ici les, euh, les protocoles sur des tissus osseux avec la distinction fiable entre les échantillons sains et pathologiques. Donc, c'est d'intérêt pour le domaine biomédical, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés, contrairement à une acquisition à bas SNR. Et enfin, la sélection du protocole dépendra des exigences spécifiques de l'application. Là, je mets notamment résolution spatiale et sans d'acquisition, mais ça va dépendre aussi de la possibilité ou pas d'utiliser, par exemple, deux modalités d'acquisition différentes ou de pouvoir passer deux fois sur un même endroit dans l'échantillon, en fonction de l'échantillon, si l'échantillon peut bouger ou non. Donc, ça dépendra également de ça. Dans un deuxième temps, nous avons exploré des techniques de post-traitement pour améliorer la qualité des images obtenues. Donc ici, c'était les images de minéralisation notamment. On a pu voir qu'aucune méthode ne semblait améliorer significativement les images issues de nos protocoles. Également que les images issues de nos protocoles, ça c'était le résultat le plus intéressant, c'est que nos images issues de nos protocoles surpassent l'approche acquisition à bas SNR et post-traitement. Là, c'est toutes les perspectives que je vais passer ici. Donc, dans cette présentation, pardon, nous avons vu des résultats sur des échantillons osseux. Mais on a également testé nos protocoles sur d'autres types d'échantillons. Euh, Ici, on retrouve l'échantillon osseux, mais on a également testé sur des échantillons de naphthalène polystyrène et également un mélange de trois poudres, ici, de trois molécules. Euh, Ici, on a les jumeaux simulés des différents échantillons. Alors, durant ma thèse, j'ai créé un simulateur d'échantillons qui se veut plutôt réaliste. Donc, on essaie de se rapprocher au maximum de ce qui se fait ici en réel afin de pouvoir étudier la robustesse face au bruit de nos différents protocoles. Mais également, on pourrait penser à une extension à d'autres types d'échantillons qui s'éloigneraient des a priori, donc qui seraient donc plus complexes et hétérogènes. Ici, c'est un début. C'est un échantillon qui était plus complexe spectralement, avec des bandes notamment plus proches. Et on pourrait penser à des échantillons encore plus complexes, avec notamment peut-être des poudres qui seraient réparties, donc qui seraient plus difficiles, par exemple, à segmenter ou autre. On a également, on peut également penser à une extension à d'autres modalités d'imagerie hyperspectrale. Euh, de base, nos protocoles sont applicables à d'autres modalités d'imagerie. Ça, on peut penser par exemple au temps de vie de fluorescence, spectroscopie plasma induit par laser, ou également par exemple la microscopie Brillouin. En fait, ça peut être appliqué à n'importe quelle imagerie hyperspectrale point par point qui nécessiterait donc une forme d'accélération. Et ici, en fait, on a déjà finalement implémenté le OnePass, donc le dernier protocole, on l'a déjà implémenté donc sur du Brillouin. Alors ici, c'est le microscope qu'il y a à Castex en Italie, et donc avec donc, Léo qui est allé là-bas pour implémenter finalement le protocole. Donc ici, on va pouvoir voir notamment sur la fin l'enveloppe convexe. Hop, on peut voir ici donc l'enveloppe convexe notamment qui est utilisée pour la recherche de pixels essentiels. Et donc on a implémenté ici, donc notamment Léo l'a implémenté réellement en Italie. Donc ils ont été utilisés réellement
sur un microscope. Comme autre perspective, on pourrait penser à combiner les sources d'accélération. Euh, je rappelle ici que notre protocole, lui, va plutôt utiliser une forme de sélection de l'information et de traitement numérique. Donc, on peut très bien, étant donné qu'il ne possède pas de modification instrumentale ou d'échantillon, on peut très bien le coupler avec d'autres méthodes qui, elles, modifieraient donc les, les, le matériel pour accélérer encore plus l'acquisition en microscopie Raman. Également d'autres perspectives concernant l'amélioration de la reconstruction. Ici, on a pris donc les images en sortie de protocole, on a essayé de les améliorer. On a vu que pour 1 minute de plus, déjà, on pouvait obtenir notre image avec le 2 passes et donc espérer arriver encore plus proche de la référence. Cependant, ici, c'était un travail donc préliminaire. On prenait seulement le post-traitement, enfin l'image en sortie de protocole, mais on pourrait penser très bien à prendre les différentes images qui sont utilisées également par le protocole. Donc le protocole de passe possède donc l'image reconstruite, mais possède également l'image à bas SNR entièrement. Et donc ça pourrait servir à reconstruire comme base de reconstruction pour, euh, pour une possible amélioration donc, de l'image obtenue. Et on peut également penser au protocole 3 passes qui possède également l'image SEM, donc qui pourrait servir de base également pour la reconstruction. J'en profite ici pour rappeler les différentes contributions de ma thèse. Euh, Également pour dire que je n'ai pas beaucoup utilisé donc, le deep learning durant ma thèse, mais je l'ai beaucoup enseigné, donc que ce soit en formation initiale, en licence et master, ou également en formation continue. Donc là, je remercie David également de m'avoir permis de participer, par exemple, à Mifobio, à l'Institut d'optique, le MBL, en tant que formateur dans tous ces événements, l'ANF Deepscopy du GDR Imabio, également chez Nikon, et à l'ICO, donc l'Institut de cancérologie de l'Ouest, où j'ai pu être donc formateur, notamment sur le deep learning et le traitement d'images. Et j'en profite également pour remercier l'ensemble des personnes qui ont pu contribuer à cette thèse. Et je suis prêt à écouter vos questions.